2 décembre 2025. 4e année, jour 282 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue à tous. Voici le rapport de situation quotidien. Le nombre d'abonnés et de membres de la chaîne augmente de jour en jour, tout comme hier et avant-hier. Ensemble, nous donnons à la chaîne le poids et la portée dont nous avons besoin pour survivre dans ce monde médiatique. Vladimir Poutine annonce encore une zone tampon à la frontière nord de l'Ukraine, voulant l'établir ici. Voyons les 2 dernières zones tampons. Voici la première. Près de Kharkiv, la ville apparaît en bas à gauche de l'image. Et tout cela à l'intérieur de cette zone délimitée en rouge pointillé. Ceci devait en fait faire partie de la dernière zone tampon. Donc jusqu'ici en bas, au niveau de la rivière Siversky-Donetsk, en incluant Kharkiv. Et bien sûr aussi une connexion ici avec le reste du front de l'Est, afin de pouvoir s'assurer toute cette courbe. C'était le plan des Russes. Pourquoi le voulaient-ils ? Tout simplement parce que chaque fois que les Russes doivent attaquer une ville ukrainienne, et les Ukrainiens tiraient en type des traits d'ici, près de Belgorod, la plupart du temps avec des lance-roquettes multiples, souvent aussi avec d'autres armes d'artillerie comme une sorte de représailles. Les Russes voulaient l'empêcher en créant une zone tampon ici, forçant ainsi l'artillerie ukrainienne à reculer davantage dans le pays. Et ce de manière à ce qu'elle se trouve suffisamment loin pour être hors de portée des drones russes, qui, à l'époque, avaient une portée d'environ 20 km, et aussi hors de portée pour pouvoir atteindre Belgorod. Ils n'ont pas réussi à faire tout cela. La seule chose qu'ils ont réussi, c'est de conquérir ce groupe de villages ici. Le nord de Volchansk correspond à tout ce qui est au-dessus de la ligne verte en pointillé. On constate qu'une grande partie reste sous contrôle ukrainien, mais les combats y persistent. La deuxième zone tampon se trouve un peu plus à l'ouest, c'est-à-dire ici en haut. Là, c'est exactement le même scénario. C'est à peu près cette zone qu'ils voulaient conquérir, le long de la ligne rouge en pointillé, y compris la ville de Soumy. Tout cela s'est produit parce qu'à l'époque, les Ukrainiens ont réussi à conquérir ici un territoire presque aussi grand que Berlin. Vous vous souvenez sûrement de l'importante avancée observée ici quand les Ukrainiens ont pénétré dans la région de Koursk. Ils ont ensuite été repoussés grâce aux Nord-Coréens. Les Russes ont profité de l'élan pour conquérir les zones rouges, y compris celles en bleu déjà reprises par Ukraina, les Ukrainiens. Mais depuis, ce secteur du front est également figé, comme le reste. Donc il y avait de grandes ambitions, mais dans les 2 cas, ils ne sont pas vraiment allés très loin. Je pense qu'une 3e zone tampon subira le même sort que les 2 premières. Globalement, on peut estimer grossièrement qu'avec les 2 tentatives de la dernière zone tampon, il y a eu environ 50 000 à 60 000 pertes imputables. Pour la Russie, c'est un chiffre noir très élevé, surtout pour Volchansk. Les combats ont été les plus meurtriers des 2 zones tampons. Ici, pour la première fois, nous avons vu les Russes renvoyer au combat des soldats invalides, y compris avec des béquilles. Et ici, il y a eu de plus en plus de plaintes selon lesquelles on leur avait retiré leur équipement et qu'ils avaient été envoyés au combat en tant qu'infanterie très légère, plus ou moins. Ils se déplacent plus vite pour, en quelque sorte, éviter les drones ukrainiens. Cela explique aussi le nombre de pertes. Poutine a sans doute mal formulé ses propos et ne parlait pas de créer une nouvelle zone, mais d'élargir les 2 zones existantes. Mais ici, il y a déjà des unités ukrainiennes, et elles se sont déjà retranchées au cours des dernières années. C'est donc à nouveau une entreprise assez coûteuse s'ils essaient d'étendre leur présence ici. La pression sur l'aviation russe augmente. Les chiffres officiels révèlent une forte hausse des incidents, 8 accidents graves et 12 morts en 2023, puis 17 accidents et 37 morts en 2024. Et rien qu'en 2025, il y a déjà eu plus de 4 accidents avec 53 morts. Et ici, nous parlons vraiment d'accidents. Cela inclut des erreurs de pilote, des erreurs techniques et un manque d'entretien dû à l'absence de pièces de rechange, qui rendant tout cela possible. On cite aussi la formation insuffisante et des lacunes dans la documentation, surtout chez les compagnies aériennes régionales. La situation est critique dans le transport aérien de fret, le nombre d'avions cargo opérationnels ayant diminué de moitié depuis le début de la guerre. Actuellement, seuls 28 appareils volent encore en Russie. Il s'agit surtout de vieux Il-76. Autant d'appareils sont immobilisés faute de pièces, à cause des sanctions. Cela se ressent à nouveau. Le volume de fret a chuté à moins d'un 5e des niveaux précédents. Les IL-112 et IL-212 sont à peine fabriqués, et l'IL-76 modernisé rencontre encore des difficultés. Pour éviter l'effondrement, le secteur demande d'urgence des mesures.
La prolongation de la durée de vie du fuselage et des moteurs est prévue. Des autorisations accélérées et des subventions jusqu'à 10 milliards de roubles par an que l'État russe ne donne toutefois pas actuellement. Également de... Bundesolineski Novinformatfit, incluant le vote sur l'aide militaire à l'Ukraine. L'administration Trump n'a même pas prévenu Berlin avant de suspendre certaines livraisons d'armes. Il y a peu, l'échange avec les interlocuteurs américains était permanent, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Désormais, la connexion est rompue, selon notre général. Cela complique la coordination, la comparaison des situations et la priorisation des livraisons à court terme. Et cela précisément à une période où Kiev dépend d'un soutien prévisible. Regardez, les Russes ont réussi. Ils sont à Pokrovsk et brandissent leur drapeau. Avec cela, ils ont pu conquérir la ville. Et cette fois, c'est vrai parce qu'ils avaient déjà prétendu 10 fois auparavant avoir conquis la ville. Ou bien ce n'est toujours pas le cas. Regardons la vidéo correspondante. Si les Russes faisaient ne serait-ce qu'un effort similaire lorsqu'il s'agit de gagner la guerre, ils auraient tant certainement déjà terminé la soi-disant opération spéciale depuis longtemps. Si oui, je suis aussi fermement convaincu que la Russie aurait gagné cette guerre en 2 mois. S'ils ne se tiraient pas aussi souvent une balle dans le pied. Et là, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et c'est aussi ce qui a fait la grande chance des Ukrainiens au début de la guerre, à une époque où le soutien militaire n'était pas aussi important qu'il ne l'est actuellement, même s'il reste insuffisant. Heureusement pour les Ukrainiens, ils excellent plus dans le montage vidéo et la diffusion de fausses informations que sur le champ de bataille. C'est pour cela que je suis là. Regardez la carte de la situation. Nous continuons vers Pokrovsk. Nous laissons donc de côté le Grand Nord avec les 2 zones tampons, ici. Dans une zone où il y a énormément de sous-unités des 2 côtés et où les combats restent actuellement très intenses. Nous avons ici 3 localisations réelles de drapeaux du côté russe. Ce sont celles indiquées par les épingles bleues, donc en gros ici, ici et ici. J'ai maintenant marqué les 2 du haut comme étant dominés par les Russes. Un drapeau comme celui-là ne resterait pas plus de quelques heures si les Russes n'étaient non plus là-bas, n'est-ce pas ? Comme mentionné, les signalements de drapeaux sont aux 3 épingles bleues, visibles ici. Je peux aussi vous attribuer le label de qualité tactique d'avertissement pour ce signalement, mais pas pour ce qu'on a vu plus tôt dans la vidéo. Ce que je ne veux même pas comprendre, c'est pourquoi tant de chaînes, notamment sur YouTube, diffusant chaque jour de fausses informations, ont une grande audience et gagnent toujours plus d'abonnés. Et ici, on parle de personnes qui ont 800-900 000 abonnés et qui en gagnent 2 à 3 000 de plus chaque jour. On dirait presque que le camp pro-russe est plus enclin à s'abonner, ou à accorder leur attention à des choses qu'ils veulent entendre, plutôt qu'à celles qui se passent réellement. Mais comme je l'ai dit, je n'aime pas trop me répéter. Mais la partie russe est surtout, en ce qui concerne la guerre médiatique, et aussi le soutien dans cette guerre médiatique, largement supérieur à l'autre camp. Près de Liman, un groupe d'assaut russe tente d'attaquer, à moto et sous un épais brouillard, les positions des chars de la 66e, brigade mécanisée de Persée. Les défenseurs ukrainiens ont détecté l'approche à temps et stoppé l'avance grâce à des mines exposées et une embuscade. 12 soldats à moto ont été neutralisés. Le reste a dû battre en retraite. Les Russes profitent presque toujours du brouillard ou du mauvais temps pour avancer, car les drones ne peuvent souvent pas être utilisés dans de telles conditions. Mais il y a toujours la reine du champ de bataille, à savoir l'infanterie. La vidéo complète est, comme toujours, disponible sur ma chaîne Telegram. Au large des côtes turques, le cargo russe Volga 2 a dû faire face à une attaque de drones, signalée à environ 130 km des côtes. Personne n'a été blessé. Le navire se dirige vers le port de Sinop sans assistance, et il ne coule donc pas non plus. L'auteur de l'attaque reste inconnu et les informations sur l'itinéraire sont contradictoires. L'autorité maritime turque parle d'une route de la Russie vers la Géorgie, mais l'agence Triveka évoque une destination vers Mersin. Ankara a déclaré avoir informé toutes les parties, y compris l'Ukraine, tout en prévenant que les attaques contre les navires marchands en mer Noire étaient inacceptables.
Cet incident fait partie d'opérations de drones navals ukrainiens visant des pétroliers sanctionnés par lesquels Kiev veut accentuer la pression sur le secteur pétrolier russe. La base du régiment Akhmad en Tchétchénie a encore été frappée, après une attaque le mois dernier. J'ai aussi suggéré de déplacer la défense anti-aérienne sur place pour protéger cet objectif prestigieux. Apparemment, cela n'a pas été fait. Vers la fin, nous écouterons une courte citation de Trump. Je crois que la Russie souhaite que ça finisse. Je pense qu'il y a de bonnes chances que nous puissions parvenir à un accord, selon Trump. Pendant ce temps, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, rapporte que Poutine a donné pour mission d'équiper les troupes russes en Ukraine de tout le nécessaire pour les opérations de combat durant l'hiver à venir. Laissez cela vous imprégner. Il est déjà clair que Trump n'a pas une vision précise de la situation et que les Russes ne veulent pas arrêter la guerre, du moins pas à d'autres conditions. Ce qui m'intéresse bien plus, c'est de savoir comment il compte équiper correctement près d'1 million de soldats pour l'hiver. J'ai une autre citation de Peskov. La Russie est prête à négocier la paix, mais seulement après avoir atteint tous les objectifs de l'opération spéciale. Imaginez si Hitler avait proposé des négociations de paix, mais uniquement après avoir atteint tous les objectifs de guerre. Légèrement confus, mais au moins honnête. Merci aux membres de la chaîne ALGOR Crew, surtout au lieutenant-colonel Renek. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et à bientôt pour le prochain rapport de situation.